Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'une des questions les plus récurrentes dans le développement d'applications modernes, MongoDB ou PostgreSQL. Si vous êtes développeur, architecte ou même chef de projet, vous vous êtes forcément posé cette question au moins une fois. Et la réponse n'est jamais simple, car elle dépend de nombreux facteurs. Dans cette vidéo de Deep Dive, on va aller au-delà des clichés du type NoSQL pour tout ou SQL pour toujours. On va analyser en profondeur ces deux technologies, comprendre leur architecture, leurs forces, leurs faiblesses et surtout comment faire le bon choix pour votre projet. Voici ce que l'on va couvrir ensemble. Les fondamentaux, comprendre l'ADN de chaque base de données, l'architecture en détail, comment elle fonctionne sous le capot, le modèle de données relationnel contre document oriented, performance et scalabilité, qui gagne dans quel scénario, écosystème et outils, ce qui fait la différence au quotidien, des cas d'usage que l'on crée avec des exemples réels pour vous guider, et la matrice de décision, un framework pour choisir. Et bien sûr, on terminera avec des démonstrations pratiques et des recommandations concrètes. Allez, c'est parti. MongoDB, souvent appelé Postgre, c'est avant tout un système de gestion de base de données relationnelles objets ou ORM, ORDMBS, pardon. Créé en 1986 à l'université de Berkeley, c'est l'un des SGDB open source les plus anciens et les plus respectés. Mais attention, ancien ne veut pas dire dépassé. PostgreSQL, c'est une conformité ACID stricte. Atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Les quatre piliers de la fiabilité transactionnelle. Une extensionnalité exceptionnelle, vous pouvez créer vos propres types de données, fonctions, opérateurs. Un support multimodèle, JSON native, full text charge, données géospatiales et même du graphe avec des extensions. La philosophie de PostgreSQL, la robustesse et la conformité aux standards SQL. C'est la base des données que vous choisissez quand vous ne voulez pas de surprise et que l'intégrité des données est primordiale. Point clé, Postgre suit le principe MVCC, Multi-Version Concurrency Control, pour gérer la concurrence, ce qui lui permet d'offrir d'excellentes performances en lecture même pendant les écritures. Passons maintenant à MongoDB. MongoDB, lancé en 2009, incarne la vague NoSQL. C'est une base de données orientée documents qui stocke les données au format BISON, Binary JSON. La promesse de MongoDB, flexibilité et agilité. Schéma dynamique, pas besoin de définir votre structure à l'avance. Scaling oriental naturel. Conçu donc dès le départ pour la distribution. Developer friendly, travailler avec des objets JSON qui ressemblent à vos structures de code. MongoDB suit une philosophie différente, la disponibilité et la partition de tolérance plutôt que la cohérence stricte. Du moins par défaut. C'est une base de données pensée pour le cloud, les applications à grande échelle et les équipes agiles. Point clé, MongoDB utilise un modèle de réplication avec primary, secondary et propose le sharding natif pour distribuer les données sur plusieurs serveurs. Avant d'aller plus loin, un rappel express du théorème CAP. C'est pour consistency, tous les nœuds voient les mêmes données. A, availability, le système répond toujours. Et P, partition tolerance. Le système fonctionne malgré les pannes réseau. Vous ne pouvez en avoir que 2 sur 3. Postgre privilégie CP, cohérence et tolérance aux partitions. MongoDB peut être configuré différemment, mais penche naturellement vers AP, disponibilité et tolérance aux partitions. Cette différence fondamentale influence tout le reste de nos choix. Postgre utilise une structure processus orienté, le postmaster, c'est le processus principal qui écoute les connexions. Ensuite, les backend process, un processus par connexion client, et les background process, donc writer qui écrit du coup les pages modifiées, checkpointer qui écrit des points de sauvegarde, et writer qui gère le write ahead logging, et l'auto-vacuum qui nettoie les données obsolètes. Au niveau du stockage, c'est une organisation en page de 8K par défaut.
Les tables sont stockées dans des fichiers de 1 Go maximum et le WAL, donc le Write Ahead Log, garantit la durabilité. Donc toute modification est d'abord écrite dans un journal. Maintenant parlons du MVCC en action. Quand vous modifiez une ligne, PostgreSQL ne la modifie pas en place. Il crée une nouvelle version et marque l'ancienne comme obsolète. Résultat, lecture et écriture ne se bloquent jamais mutuellement. Au niveau des index, il y a B-Tree par défaut, il y a H, il y a Gist, SPGist, Gin, Brin, chacun optimisé pour des types de requêtes spécifiques. MongoDB utilise du coup une architecture différente, avec déjà le Storage Engine, tel que WireTiger, par défaut depuis 3.2, avec une compression des données et des index, un document Level Concurrency et des snapshots et checkpoints. Au niveau de l'organisation des données, c'est Database, Collection et Documents. Pas de schéma fixe, donc chaque document peut avoir une structure différente. Le stockage est en JSON, donc du JSON binaire avec type étendu. Au niveau de la réplication du réplica set, il y a un primary qui reçoit du coup toutes les écritures, des secondaries qui appliquent les données et un oplog, journal des opérations pour la réplication et une élection automatique d'un niveau primary en cas de panne. Au niveau du sharding, c'est une distribution horizontale des données, un shard key qui détermine comment les données sont distribuées. Au niveau des config serveurs, ça stocke du coup les métadonnées et Mongoose pour les routeurs qui dirigent les requêtes. Au niveau des index, il y a single fail, compound, multi-key, text, géospatial, hashed, TTL, time to live pour l'expiration automatique. Donc, on va quand même comparer les deux. Au niveau de la taille par défaut, pour Postgre, c'est une page de 8K, alors que le MongoDB, c'est des documents variables. Au niveau de la compression, c'est Toast pour des gros champs, pour Postgre, alors que pour Mongo, c'est WireTiger qui est native. Pour le verrouillage, c'est Rollover plus MVCC pour Postgre, alors que pour MongoDB, c'est Document Level. Au niveau journal, c'est WAL pour Postgre et Oplog pour MongoDB. La distribution, c'est des extensions Citrus, et pour MongoDB, c'est du sharding natif. Alors, donc, maintenant, on va avoir des exemples. Déjà, avec Postgre, parce que c'est le règne des relations normalisées. Je vais vous montrer un code. Hop. C'est un exemple classique pour un blog, bien évidemment. Hop, je vais vous le montrer. Yes. Si je me trompe de page, tac, voilà. En plus, c'est bien, en plus ça me le convertit directement le format du fichier. Donc, comme vous pouvez le voir dans le code, il y a plusieurs avantages. Déjà, une intégrité référentielle où les clés étrangères garantissent la cohérence, une normalisation avec zéro duplication et zéro incohérence. Il y a des joints puissants parce que SQL excelle quand même des requêtes complexes multitables et des transactions ACID ou tout ou rien, jamais d'état incohérent. Mais aussi il y a le support JSON-B pour de la flexibilité quand nécessaire et aussi la possibilité de dénormaliser volontairement pour la performance. MongoDB encourage l'unbundling et la dénormalisation. Je vais vous montrer un autre bout de code. Hop. Hop, tac. Ouais, 5 minutes. D'ailleurs, hop, tac. Je pense à indenter en plus. Ouais. Bon, c'est pas de formateur. Bon. Bien évidemment que là, ça me met du rouge. Ben, parce qu'il y a des erreurs, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer.
Hop. Donc du coup, le code que je viens de vous montrer, c'est toujours le même blob. Mais du coup, version MongoDB, vu qu'avant c'était Postgre. Du coup, les avantages, c'est quand même une requête, du coup, donc une requête égale tout le contexte, donc plus besoin de joins. Les performances de lecture où toutes les données liées sont colocalisées, une flexibilité du schéma avec du coup une facilité d'ajouter des champs et un isomorphisme avec le code, donc les objets ressemblent à vos classes. Par contre, il y a quand même des challenges, par exemple au niveau de la duplication des données, donc attention à la cohérence, ça c'est vraiment important. Il faut faire aussi attention à la taille des documents, parce qu'il y a une limite de 16 mégaoctets, et les mises à jour complexes, parce que modifier des données imbriquées peut être très délicat. Maintenant, on va voir comment utiliser quel modèle. Donc, pour utiliser le modèle relationnel Postgre, c'est quand vos données ont des relations complexes et interdépendantes, quand l'intégrité référentielle est critique, quand vous faites beaucoup d'agrégations et de requêtes analytiques, et quand vos schémas sont stables et bien définis. Vous utilisez le modèle document de MongoDB quand vos données sont naturellement hiérarchiques, quand vous avez besoin de flexibilité dans le schéma, quand votre charge de travail est principalement en lecture et quand vous travaillez avec des structures JSON API REST. Maintenant, on va parler de performance en lecture. Donc, Postgre, il est excellent avec les index bien conçus, avec les requêtes et complexes avec join qui sont optimisés par un query planner sophistiqué, le cache partagé, donc le shared buffers, qui améliore les performances, et le MVCC qui permet des lectures sans blocage. Au niveau benchmark type, il y a les requêtes simples avec un index. Donc Postgre c'est 10 à 15 cas de lecture par seconde sur un seul serveur, alors que MongoDB c'est entre 15 et 20 cas de lecture par seconde, donc lecture primaire. Donc vous voyez, Postgre c'est un peu moins élevé au niveau des requêtes de lecture par seconde que MongoDB. MongoDB il est très rapide pour récupérer des documents complets, pas de surcoût de join. Les lectures peuvent être distribuées sur les secondaries. Le working set doit tenir en RAM pour les meilleures performances. Mais attention, MongoDB peut être plus lent pour les agrégations complexes. Au niveau des performances en écriture, déjà pour Postgre, on a environ entre 5 et 10 K d'écriture par seconde en configuration standard. Le MVCC a un coût, donc le vacuum doit nettoyer les anciennes versions. Les transactions garantissent la cohérence mais ajoutent un overhead. Et les optimisations possibles avec un batch insert, un copy, un tuning du val. Au niveau du MongoDB, on peut gérer entre 10 et 30 K d'écriture par seconde sur le primary. Au niveau des write concern configurables, on a le W2.1 qui est rapide mais risque de perdre. Et il y a le W2.majority qui est plus sûr mais plus lent. Le sharding permet de distribuer la charge d'écriture et pas de contrainte, donc écriture plus rapide. Maintenant parlons de scalabilité verticale. Pardon. Les deux s'améliorent avec du meilleur hardware. Plus de RAM, donc plus de cache, donc moins de I/O, plus de CPU, donc plus de parallélisme, et SSD charge NVMe égale I/O plus rapide. PostgreSQL peut aller très loin verticalement avant de nécessiter du scaling horizontal. D'ailleurs, on va aller parler du scaling horizontal. Donc Postgre, lui c'est du read replicas, donc facile avec streaming replication. Un write scaling, donc plus complexe, avec le partitioning donc depuis PostgreSQL 10, une extension comme Citrus pour le sharding, ou solutions externes telles que Patroni ou pgpool /2 en lettres romaines.
Le primary reste un point de contention pour les écritures. Ça, c'est vraiment la limite. Par contre, pour MongoDB, le sharding natif, il distribue les écritures automatiquement. Le choix de la shard key, c'est critique pour les performances. Donc, il faut trouver un bon shard key pour une distribution uniforme qui évite les hotspots. Si on a une mauvaise shard key, ça fait un déséquilibre et des goulots d'étranglement, comme les goulots des câbles de fibre. Je vais vous montrer un exemple de mauvais shard et un meilleur shard. Hop, mess. Je fais des bêtises. Vous voyez, hop, mess. Donc là, vous voyez, là il y a un mauvais shard parce que le timestamp il fait des inserts parce que tous ces inserts vont sur le même shard, pardon. Et là il y a un meilleur shard parce qu'il y a un sheet user id plus timestamp. Donc c'est une meilleure façon de faire. Au niveau des configurations typiques, on a le 3 plus réplica 7 par share, le 3 config server et 2 plus mongoose routers. Alors, maintenant on va parler des outils de dev. Donc au niveau de PostgreSQL, on a pgadmin qui est une GUI complète, dbeaver qui est multiplateforme et puissant, PSQL qui est une série robuste, et au niveau des ORMS, on a Sequelize, TypeORM, Prisma, Django RM, SQLA Alchemy. Au niveau de MongoDB, on a MongoDB Compass qui est le GUI pas exceptionnel, officiel moderne, pardon, bon, quoique il est exceptionnel aussi, si on veut. Il y a aussi Studio 3T, donc des outils avancés, donc c'est quand même commercial. Il y a Mongo Shell, donc Mongo Gauche, pardon, donc c'est une CLI interactive. Il y a aussi les ODMS, donc tels que Mongoose, Prisma, Motor avec un A5 Python. Bon, moi je fais tout en ligne de code. Au niveau des monitoring et d'observability, déjà pour Postgre, on a pgstat statement, donc les statistiques sur les requêtes. On a pgstat activity pour les sections, les sessions actives, pardon. On a aussi les solutions tierces telles que pgRO, pgwatch2, Datadog. Au niveau des métriques importantes, on a le cache hit ratio, les logs et le vacuum progress. Au niveau de MongoDB, on a MongoDB Atlas, donc le monitoring cloud intégré, MongoStat et MongoTop pour le monitoring en temps réel. On a Profiler pour l'analyse des slow queries. Et au niveau des quiz, des métriques importants, on a Oplog Window, réplication lag et working set. Alors au niveau des backups et de la récupération, déjà au niveau de Postgre, on a pgdump et pgrestore, qui est le backup logique. On a aussi le pg pass backup, donc pour le backup physique. On a eu le PITR, le point in time recovery, donc une restauration à n'importe quel moment. Et la stratégie recommandée, c'est backup quotidien plus wall archiving. Pour Mongo, on a Mongo dump ou Mongo restore pour un backup logique. On a le file system snapshots, donc le backup physique avec WireTiger. On a l'Oplog backup pour le PITR et on a Atlas backup pour le backup automatique dans le cloud. Au niveau sécurité, Postgre il a une authentification avec MD5 SCRM SHA-256, LDAP aussi et Kerberos. Alors au niveau du Row Level Security, donc du RLS, c'est un contrôle d'accès granulaire. On a aussi le SSL TLS natif et un audit avec PGAudit. Pour MongoDB, l'authentification est par Scram ou LDAP ou Kerberos ou X.509. Le Role Based Access, donc le Role Based Access Control, donc le RBAC, donc leur bac, comme j'aime bien le dire.
une encryption at rest, donc ça c'est pour les entreprises, field level encryption, et on a aussi l'audit de logging, bon, formule encore entreprise malheureusement. Donc, maintenant les critères de choix. Choisissez Postgres si l'intégrité des données doit être absolue, telles que les transactions financières, les systèmes de commande et les RP et les CRM. Pour les relations complexes, donc de nombreux jointures, des contraintes d'intégrité référentielle, des requêtes analytiques complexes. Pour une conformité réglementaire, donc audit trail strict, RGPD avec suppression garantie et des standards industriels. Pour des schémas aussi stables, donc des modèles de données bien définis, une évolution prévisible et des migrations contrôlées. Au niveau des exemples concrets, il y a les plateformes e-commerce, systèmes bancaires, applications de gestion d'entreprise et les SaaS B2B classiques. Choisissez MongoDB si l'agilité et l'itération rapide est une condition, telles que les startups en phase MVP, les projets en évolution constante, les équipes agiles. Si les données sont semi-structurées, donc les logs applicatifs, événements IoT, les catalogues produits variables, des profils utilisateurs flexibles et scalés horizontalement qui est nécessaire, donc tels que les trafics géographiques distribués, la croissance imprévisible et des millions d'utilisateurs. Aussi quand vous utilisez le stack JavaScript, donc tel que Node.js en backend, MEN ou MERN stack, ou les objets JSON natifs. En exemple concret, c'est les applications mobiles avec API REST, plateforme de contenu aussi telles que blog ou CMS, blog, un système de log et analytique, une application en temps réel telle que les chats ou les notifications. Bon, on va parler quand même de cas hybride parce que rien ne vous empêche d'utiliser les deux dans un même projet. Par exemple, au niveau d'architecture polyglotte, on a par exemple Postgre en données transactionnelles telles que comment paiement utilisateur. En Mongo, catalogue, produit, log, session utilisateur. Redis pour le cache et les sessions. Et Elasticsearch pour la recherche full text. Au niveau pattern CQRS, une écriture dans PostgreSQL, donc source of truth. Une application vers MongoDB pour les lectures à haute performance et le meilleur des deux mondes. Alors, MongoDB ou PostgreSQL? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. Postgre excelle en fiabilité, cohérence et requêtes complexes. MongoDB brille en flexibilité, scalabilité, horizontale et agilité. Les deux sont d'excellentes bases de données. Les deux ont prouvé leur valeur en production à grande échelle. Et les deux continuent d'évoluer. Postgre ajoute du JSON, du parallélisme, des partitions. MongoDB améliore les transactions, les joins, la cohérence. Ma recommandation personnelle, c'est pour la majorité des projets, commencer avec PostgreSQL, donc plus de garanties, moins de surprises, et vous pouvez toujours ajouter MongoDB plus tard si besoin. Pour des cas d'usage spécifiques, MongoDB est le meilleur choix, tels que les logs, analytiques, IoT, pour le prototypage rapide avec des schémas évolutifs et une distribution géographique. Ne suivez pas les modes NoSQL partout, ça n'a pas de sens. SQL est dépassé, c'est faux. Donc choisissez l'outil adapté au challenge que vous rencontrez. Et bien sûr, testez, faites des POCS et benchmarkez avec vos données. Mesurez, ne supposez jamais. Et voilà, j'espère que ce deep dive vous a aidé à y voir plus clair. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu tech approfondi. Et vous, quelle base de données utilisez-vous? Avez-vous déjà migré de l'une à l'autre? Partagez votre expérience en commentaire et à bientôt pour un prochain deep dive.